Une simple femme de la campagne est arrivée trempée à son premier entretien, sans imaginer que le PDG millionnaire la choisirait parmi 13 candidates. Le ciel parisien semblait vouloir tester la détermination de Camille Moreau. Les nuages, épais et pesants, avaient explosé en une pluie torrentielle dès qu'elle avait posé le pied sur le trottoir mouillé face à la gare de Lyon. Elle tenait un parapluie bon marché qui s'était retourné au moindre coup de vent. Maintenant inutilisable, il pendait de son bras gauche comme un symbole dérisoire de sa vulnérabilité. Dans l'autre main, elle agrippait une chemise plastique transparente contenant son CV, une lettre de motivation et une photographie d'identité mal cadrée. Chaque feuille était légèrement gondolée par l'humidité, malgré ses efforts désespérés pour les protéger contre la pluie, qui s'infiltrait partout. Elle n'avait jamais mis les pieds à Paris avant ce jour. 28 ans passés. Dans une petite commune viticole de la Bourgogne, à travailler dans la boutique de fleurs de sa tante, à aider lors des vendanges, à lire dans les rares moments de répit. Son rêve de changer de vie, longtemps repoussé, avait fini par prendre forme quand elle avait vu une offre d'emploi en ligne pour un poste d'assistante administrative chez Armentech, une société qu'elle connaissait à peine. Mais le nom résonnait avec force dans les actualités régionales. Innovation, croissance, intelligence artificielle. Des mots presque étrangers dans son monde de vignes et de simplicité. La Tour Laurent, siège de l'entreprise, se dressait comme une entité futuriste au cœur du 15e arrondissement. Camille, trempée jusqu'aux os, gravit les marches du hall d'entrée, se sentant plus que jamais hors de sa zone de confort. Chaque pas résonnait sur le marbre, chaque regard des passants semblait peser lourd sur elle. Son trench coat dégoulinait, sur le sol brillant, et une mèche de cheveux collait à son front. La réceptionniste leva les yeux, d'abord surprise, puis polie. Camille balbutia son nom, s'excusant pour son apparence, et fut dirigée vers une salle d'attente vitrée au design épuré. Elle s'y installa, jambes croisées, essayant de cacher la flaque qui se formait sous sa chaise. D'autres candidates attendaient aussi toutes impeccables, tailleurs ajustés, talons élégants, sourires maîtrisés. Camille sentit une boule lui nouer l'estomac. Elle sortit ses papiers une nouvelle fois, les réorganisant machinalement, ses doigts frémissant de froid et de nervosité. Une voix intérieure lui soufflait qu'elle n'avait rien à faire ici, qu'elle était ridicule, qu'aucun monde, même charitable, ne l'accueillerait dans ses tours de verre et d'acier. Mais ce qu'elle ignorait, c'est qu'au même moment, dans un coin discret du hall, un homme observait la scène. Il n'avait pas entendu ce qu'elle avait dit, ni vu ses papiers, mais quelque chose dans la manière dont elle s'accrochait à cette chemise plastique avait retenu son attention. L'expression de son visage tendu mais déterminé, comme si elle menait une bataille invisible contre elle-même, lui évoqua un souvenir ancien. L'homme s'arrêta brièvement, observa sans mot dire, puis nota son nom à la volée, aperçu sur la fiche de la réception, Camille Moreau. Il ne fit aucun commentaire. Il reprit sa marche, l'air concentré. Mais déjà, une décision se formait dans son esprit, celle qui changerait la vie de cette femme sans qu'elle n'ait encore prononcé un seul mot dans cette tour immense. Le nom Camille Moreau continuait de tourner dans l'esprit de Jules Armand bien après avoir quitté le hall. Ce n'était pas une impulsion habituelle pour lui. Il n'était pas du genre à s'attarder sur des inconnus, encore moins à s'impliquer personnellement dans des processus de recrutement qu'il considérait comme une tâche entièrement déléguée à son département des ressources humaines. Pourtant, cette fois, il y avait eu quelque chose d'indéfinissable. Un écho peut-être, ou un souvenir mal enterré. Jules Armand, 36 ans, PDG d'Armentech, s'était construit une réputation de visionnaire. La presse spécialisée aimait le décrire comme un prodige discret, un homme capable de transformer des idées complexes en projets viables, sans jamais s'exposer plus que nécessaire. D'ordinaire, il se contentait de gérer les grandes orientations de l'entreprise, de superviser les partenariats internationaux, de planifier des investissements à plusieurs millions d'euros. Ce jour-là, pourtant, il s'était attardé dans le hall, un simple dossier sous le bras, prêt à rejoindre une réunion au 40e étage. Et c'est là qu'il l'avait vue. Elle n'avait rien d'extraordinaire aux yeux d'un recruteur classique. Pas d'allure sophistiquée, pas de sourire stratégique, pas d'attitude confiante. Elle avait l'air perdue, trempée, et pourtant incroyablement présente. Une image l'avait marquée, ses doigts humides qui serraient,
Ce dossier plastique comme si sa vie en dépendait. Il connaissait ce regard. Il l'avait eu lui-même autrefois dans une autre vie. Lorsqu'il entra dans la salle de réunion, la discussion portait déjà sur le dernier tour de sélection des candidats pour le poste administratif ouvert dans la division innovation. 13 femmes restaient en lice, toutes triées sur le volet. D'après les évaluations préliminaires, elles étaient excellentes, polyglottes, diplômées, certaines avec des expériences professionnelles dans la Silicon Valley, d'autres passées par des incubateurs à Tokyo ou Berlin. Jules écouta, à peine les éloges prononcés. Il attendit que la parole lui soit donnée, puis dit calmement « Il y aura une 14e candidate, Camille Moreau. Ajoutez-la à la liste. » Un silence se fit dans la salle. Le directeur RH, un homme rigoureux nommé Bertrand Leclerc, fronça légèrement les sourcils. « Elle n'est pas passée par notre filtrage. Elle ne figure pas dans le vivier de candidatures retenues. » Jules ne haussa même pas les épaules. « Je veux qu'elle soit là, la dernière à passer. Aucune autre condition. » Les regards échangés dans la salle n'avaient pas besoin de mots. Tous savaient que lorsqu'il s'exprimait ainsi, il n'y avait pas de place pour la négociation. Leclerc acquiesça avec un soupçon de réserve. Jules quitta la réunion peu après, sans plus d'explication. Il ne cherchait pas à convaincre. Il savait ce qu'il avait vu. Non pas un miracle, ni un talent pur encore ignoré, mais une faille, une humanité brute, nue, qui tranchait avec le vernis impeccable des autres candidates. Ce n'était pas une question de pitié ou de romantisme. C'était une intuition, celle rare qu'il avait déjà sauvée plus d'une fois dans ses affaires. Dans l'ascenseur, il songea un instant à son propre passé. À cette époque, où à 18 ans, il était monté à Paris avec un seul sac de sport, les poches vides, et la certitude que personne ne l'attendait. Il s'était heurté à des regards semblables à ceux qu'il avait vus peser sur Camille. Il se souvenait de la moquerie silencieuse, des refus polis, du sentiment d'être transparent dans un monde de codes qu'il ne possédait pas. Et pourtant, il avait persisté. Grâce à une chance donnée, une seule, par un homme qu'il n'avait jamais revu. Ce souvenir, toujours vivace, l'avait accompagné toute sa vie. Et à cet instant, dans la cage de verre de la tour Laurent, cette mémoire prenait la forme d'un geste simple, ouvrir une porte que d'autres auraient nous fermée avant même de l'avoir entrevue. En parallèle, Camille, elle, ignorait tout de cette décision. Assise sur sa chaise inconfortable, elle fixait les aiguilles de l'horloge digitale accrochée au mur blanc. Les minutes semblaient plus longues que d'habitude. Autour d'elle, les autres candidates se connaissaient pour certaines, échangeaient des expériences, riaient doucement. Elle restait muette, consciente que même son accent campagnard serait jugé ici. Quand une assistante appela son nom en dernier, elle sursauta. Elle ne comprenait pas pourquoi elle avait été gardée après les autres. Elle pensa à un oubli ou à une politesse avant un refus certain. Elle respira profondément, ajusta son chemisier encore humide et suivit la jeune femme jusqu'à une salle aux parois de verre dépolies. Mais ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que derrière cette porte l'attendait un homme qu'elle n'avait pas reconnu, mais qui, lui, l'avait remarqué dès le premier instant. Camille entra timidement dans la salle d'attente principale, différente de la première où elle s'était installée en arrivant. Celle-ci est plus vaste, dotée de larges baies vitrées, laissant entrer une lumière grise, filtrée par le ciel encore chargé de pluie. Un mobilier minimaliste tout en verre et métal occupe l'espace. Elle compte mentalement les autres femmes déjà présentes, 13. Elles discutent par petits groupes, certaines consultent leur tablette ou téléphone, d'autres révisent, des notes sur papier. Toutes ont en commun une chose, l'aisance, une assurance naturelle que Camille ressent comme étrangère. Elle s'assoit dans un coin, croisant les jambes avec précaution, consciente de l'état encore humide de son pantalon. Personne ne lui adresse la parole. Deux femmes, à peine plus âgées qu'elle, échangent en anglais fluide, en consultant une application sur un écran ultra fin. Une autre, brune impeccable, répond à un appel professionnel avec une voix posée, citant des termes techniques que Camille ne comprend pas. Elle ne s'était pas attendue à une telle compétition. Elle pensait naïvement que les postulantes viendraient de divers horizons, peut-être même que certaines n'auraient pas plus d'expérience qu'elle. Mais en les observant, elle comprend qu'elle est la seule ici à ne pas parler plusieurs langues, à n'avoir jamais mis les pieds dans une université étrangère, à n'avoir jamais rédigé un rapport d'analyse financière ou travaillé sur un tableau de bord numérique. Son cœur bat trop vite.
Elle sent le rouge lui monter, aux joues, non à cause d'un mot prononcé à voix haute, mais par l'intensité de son propre malaise. Elle voudrait disparaître dans le fauteuil, se fondre dans le décor, redevenir invisible comme à son arrivée. L'idée d'abandonner germe. Elle n'a pas besoin de cette humiliation. Elle peut reprendre un train, rentrer en Bourgogne, oublier tout ça. Sa tante l'accueillerait avec tendresse. Ses amis ne poseraient pas de questions. Personne ne saurait jamais qu'elle avait tenté. Mais alors qu'elle rassemble ses affaires avec précipitation, déterminée à fuir, une voix s'élève. C'est une des candidates, une blonde élancée assise en face d'elle, qui s'adresse à une autre comme si Camille n'était même pas là. C'est cruel quand même, d'appeler tout le monde et d'ajouter une 14e au dernier moment, juste pour faire bonne figure. Elle n'a aucune chance, ça se voit. La phrase tombe comme un coup près. Camille comprend immédiatement qu'elle parle d'elle. Son nom, bien que non prononcé, flotte dans l'air. La manière dont l'autre hausse les épaules, le regard fuyant qu'on lui jette ensuite, tout confirme l'évidence. Elle n'est pas vue comme une concurrente, mais comme une anomalie. Un élément déplacé dans un processus d'élite. Elle serre les dents. Le désespoir se transforme en un mélange inattendu de colère et de fierté. Personne ne sait ce qu'elle a traversé pour être ici. Personne ne connaît les nuits, passées à apprendre les bases des logiciels de gestion, les heures à réécrire une lettre de motivation sur des modèles en ligne, les tutoriels qu'elle a regardés pour comprendre le fonctionnement d'une entreprise technologique. Elle n'a peut-être pas les diplômes ou l'expérience, mais elle sait ce que c'est que de travailler dur, vraiment dur, et de ne rien attendre de personne. Elle repose son sac au sol, redresse les épaules. Sa décision est prise, elle ira jusqu'au bout. Elle n'est pas venue à Paris pour se cacher, ni pour rentrer à la première gifle reçue. La pluie ne l'a pas arrêtée, alors elle ne laissera pas quelques mots malveillants le faire non plus. Un nom est prononcé. Une autre candidate se lève, entre dans la salle d'entretien. L'attente continue. Les minutes s'étirent. Le silence se charge de tension. Les regards sont de plus en plus furtifs. Une par une, les candidates passent. Certaines ressortent avec un sourire, d'autres avec un masque impassible. Camille les observe toutes. Elle tente de lire les expressions, de deviner comment chacune s'en est sortie, mais chaque visage lui paraît indéchiffrable. Lorsque l'assistante revient finalement dans la salle pour appeler son nom, elle est la seule encore assise. Elle se lève lentement, la gorge nouée. Son dossier dans une main, son sac dans l'autre, elle suit la jeune femme dans un couloir long et silencieux. À chaque pas, elle répète mentalement les réponses qu'elle s'est préparées. Elle se rappelle les conseils lus sur Internet. Sourire, ne pas trop parler de soi, rester professionnel, éviter les détails personnels. Mais tout cela lui semble étrangement lointain. Devant la porte, l'assistante s'arrête, tape 2 fois puis ouvre. Camille entre. La pièce est lumineuse, sobre, sans excès. Une table, 2 chaises, un écran éteint sur un mur. Et derrière la table, un homme qu'elle ne reconnaît pas. Il se lève pour l'accueillir, la regarde avec une intensité tranquille. Elle croit discerner une étincelle dans ses yeux, mais ne sait pas l'interpréter. Il lui tend la main. « Bonjour Camille Moreau, je suis Jules Armand. » Elle la serre sans savoir qui il est vraiment. Elle pense qu'il est un recruteur, peut-être un cadre supérieur. Elle ne se doute pas que l'homme en face d'elle est le PDG de l'entreprise. Et encore moins qu'il a réclamé sa présence ici contre tous les avis. Ce qu'elle s'apprête à dire, elle ne l'a pas préparé. Et pourtant, chaque mot qu'elle va prononcer va compter bien plus qu'elle ne peut l'imaginer. Camille s'assit lentement, le cœur battant. Elle posa son dossier sur ses genoux, incertaine de la manière dont cet entretien allait se dérouler. L'homme face à elle la fixait avec calme, mais sans sourire de convenance. Il avait les traits nets, les yeux sombres, une présence contenue mais puissante. Elle n'avait aucune idée de qui il était, et cela la rassurait un peu. Dans sa tête, elle se disait simplement qu'il s'agissait d'un cadre quelconque, peut-être responsable du recrutement. Elle ne s'attendait pas à une atmosphère aussi dépouillée, ni à un regard aussi attentif. Aucun ordinateur devant, lui aucune pile de dossiers, juste un stylo posé sur la table et un carnet vierge. « Vous êtes arrivé à Paris récemment ?» demanda-t-il sans préambule. Camille hocha la tête, hésitant un instant avant de répondre. « Oui. Avant, je vivais dans un village, près de Beaune, en Bourgogne. » Il nota quelque chose sur le carnet. Elle ne vit pas quoi.
puis il releva les yeux. « Vous n'avez pas d'expérience dans l'administratif ?» La question était directe, sans ironie. Camille inspira profondément. « Non, pas officiellement. J'ai travaillé dans la boutique de ma tante, je m'occupais des commandes, de la caisse, de la gestion des fournisseurs. Ce n'est pas très impressionnant sur un CV, je suppose. » « Ce n'est pas ce que j'ai demandé, répondit-il simplement. Cette réponse la surprit. Elle reprit un peu de contenance, croisant les mains sur ses genoux pour cacher leur léger tremblement. « J'ai postulé parce que j'ai envie d'apprendre. Et parce que j'ai besoin de sortir de ce que je connais. Je veux comprendre ce monde-là, celui des entreprises, des idées, des décisions, même si aujourd'hui j'ai l'air complètement à côté. » Jules ne bougea pas, mais elle sentit que ces mots l'avaient atteint. Elle n'avait pas utilisé de langage stratégique, elle n'avait pas récité de phrases toutes faites. Elle disait ce qu'elle pensait, et cela semblait suffire à capter son attention. Il tourna légèrement son carnet, regardant une note fugace, puis leva à nouveau les yeux. Pourquoi ce poste précisément? Il y a des centaines d'autres postes débutants dans d'autres domaines. Camille haussa légèrement les épaules. Je suis tombé sur l'annonce en ligne. Je ne connaissais pas Armantech. Alors, j'ai cherché. J'ai lu des articles, vu des vidéos, j'ai essayé de comprendre ce que vous faisiez. Et j'ai eu envie de faire partie de quelque chose qui va vers l'avenir, même si je ne sais pas encore exactement ce que cela veut dire. Cette réponse, aussi imparfaite soit-elle, toucha Jules plus profondément qu'il ne voulait l'admettre. Elle n'essayait pas de le séduire professionnellement. Elle ne récitait pas de formule apprise. Elle parlait avec une franchise rare, presque brute. Il se souvenait très bien d'avoir été à sa place, d'avoir utilisé les mots qu'on trouve avec sincérité et qui, dans certains bureaux, n'ont aucune valeur. Il s'appuya contre le dossier de sa chaise. « Vous n'avez pas peur de ne pas être à la hauteur ?» Camille fronça légèrement les sourcils, puis répondit, la voix plus ferme qu'elle ne l'aurait cru. « Si, bien sûr que j'ai peur, mais j'ai plus peur de rester au même endroit toute ma vie, si je dois me tromper autant que ce soit en essayant. » Il ne dit rien. Il resta silencieux quelques secondes, comme s'il évaluait non pas ses compétences, mais l'impact de ce qu'elle venait de dire. Puis, à la surprise de Camille, il se leva et s'approcha de la fenêtre. De là, on pouvait voir le panorama, parisien gris et mouvant, le reflet des buildings dans les flaques formées sur les toits des voitures. « Excusez-moi une minute », dit-il sans se retourner. Et il quitta la pièce. Camille resta seule. Elle regarda la porte, interdite. Était-ce terminé? Avait-elle dit quelque chose de déplacé? Devait-elle partir? Elle n'osa pas bouger. Son sac restait à ses pieds, sa chemise plastique toujours sur ses genoux. Elle respira lentement pour calmer les battements désordonnés de son cœur. Tout en elle était tendu, suspendu à cette étrange sortie. Il n'avait montré aucune hostilité, mais il n'avait pas non plus donné de signe clair. Dans le couloir, Jules marcha quelques pas, puis s'appuya contre un mur. Il ferma les yeux. Elle l'avait déstabilisé, pas par charme ni par maladresse, mais par sa vérité nue. Elle n'avait pas menti, pas exagéré, pas tenté de dissimuler ses lacunes. Et cette honnêteté, dans un monde saturé de façades, avait une puissance inattendue. Il retourna dans la salle 5 minutes plus tard. Camille s'était redressée, prête à se lever si on lui annonçait que c'était fini. Mais au lieu de cela, il se rassit, l'air plus concentré encore. « Camille, je ne vais pas vous promettre quoi que ce soit aujourd'hui. Il y a un processus à respecter. Mais je voulais vous entendre, personnellement. Et je vous remercie d'avoir parlé comme vous l'avez fait. » Elle hocha lentement la tête, ne sachant si c'était une bonne ou une mauvaise nouvelle. Mais quelque chose dans sa manière de parler dans le ton choisi lui donna l'impression étrange qu'elle n'avait pas échoué. Pas encore. Jules consulta à nouveau son carnet, griffonna quelques mots, puis referma doucement la couverture. Il se leva. « Vous pouvez disposer, merci d'être venu. » Camille se leva également, confuse mais soulagée. Elle ne tenta pas de lire entre les lignes. Elle le remercia brièvement et quitta la salle en silence, sans se douter que cette pause imprévue dans l'entretien venait de sceller un destin que personne d'autre n'aurait osé lui proposer. Le lendemain matin, Camille était assise sur le bord de son lit, dans la chambre minuscule qu'elle louait à la semaine, dans le 18e arrondissement. Son téléphone reposait sur la table de chevet, silencieux. Elle n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Les images de l'entretien revenaient en boucle.
Les questions, ses réponses maladroites mais sincères, l'étrange sortie de l'homme en plein milieu, son retour calme, presque bienveillant. À aucun moment, elle n'avait su ce qu'il pensa. Et vraiment, était-ce une forme de politesse, une manière de l'écouter sans qu'il n'ait jamais eu l'intention de la considérer sérieusement? Elle ne savait pas. Elle s'était levée tôt, avait refait son sac comme si elle s'apprêtait à rentrer. Elle envisageait sérieusement de quitter Paris. Une part d'elle avait besoin de retrouver l'air libre des vignes, le calme familier des collines, la routine sans surprise de la boutique de fleurs. Mais une autre part, la plus nouvelle, la plus vivante, lui hurlait de rester encore un peu, d'attendre, d'espérer. Elle alluma son téléphone après l'avoir éteint toute la nuit pour économiser la batterie. À peine avait-elle entré son code que l'écran vibra. Une notification s'afficha. Appel manqué. Armentech. Son souffle se coupa. Avant même de se donner le temps de réfléchir, elle rappela. Une voix professionnelle, celle de l'assistante, rencontrée la veille, lui répondit. « Bonjour, mademoiselle Moreau. Nous souhaitons vous informer que votre candidature a été retenue. Votre contrat est en préparation. L'intégration commencera lundi prochain, à 8h30 du matin. Félicitations. » Camille resta muette un instant. Elle crut à une erreur. « Pardon, est-ce que... vous êtes sûr? Il n'y a pas eu de confusion? Je veux dire, il y avait beaucoup d'autres candidates. » La voix au bout du fil resta polie, mais ferme. « Non, il n'y a aucune erreur. Vous avez été choisi. Le directeur général lui-même a approuvé votre sélection. Nous vous enverrons les documents d'ici demain. » Elle raccrocha, tremblante. Elle s'assit à nouveau, sans savoir si elle devait rire ou pleurer. Elle n'avait rien compris. Rien. Prévu. Elle n'avait même pas pris de tenue adaptée pour une première journée dans un bureau. Et pourtant, elle venait d'être embauchée, officiellement, sans explication. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette décision, bien que validée, n'avait pas été accueillie dans le calme à l'intérieur d'Armentech. Quelques étages au-dessus du service où elle serait bientôt affectée, la nouvelle avait soulevé des regards circonspects, des murmures étouffés dans les couloirs. Dans la salle de réunion des cadres, Bertrand Leclerc n'avait pas caché son désaccord. « Jules, cette candidate n'a aucun antécédent, aucune formation qualifiante, aucun profil linguistique. Comment justifier un tel choix face à nos autres recruteuses? Certaines sont en attente de retour. On va devoir leur dire que le poste est déjà pris par une parfaite inconnue ?» Jules, assis en bout de table, les bras croisés, regardait les dossiers empilés devant lui. Il resta silencieux un instant, puis déclara d'un ton posé « Ce poste ne nécessite pas un diplôme d'élite. Il demande de la rigueur, de la loyauté, de la capacité d'adaptation. Camille Moreau m'a montré tout cela, en 10 minutes. » « Ce n'est pas la procédure, insista un autre cadre. Ce genre d'exception, c'est dangereux. »« Ce qui est dangereux, répondit Jules calmement, c'est de croire que seules les personnes qui ressemblent à nos critères méritent une chance. » La réunion se termina sur une tension silencieuse. Personne n'osa contredire frontalement le PDG, mais les doutes étaient semés. Dans les couloirs, les conversations s'intensifièrent. Qui était cette femme? Pourquoi elle? Et surtout, pourquoi Jules s'était-il autant impliqué pour une simple assistante? Dans les jours qui suivirent, Camille reçut le contrat par courriel. Elle le lut plusieurs fois avant de signer. Elle n'en revenait pas. Le salaire était modeste pour Paris, mais il représentait plus du double de ce qu'elle avait jamais gagné. Elle loua une chambre un peu plus décente pour le mois à venir, acheta 2 tailleurs simples dans un magasin d'occasion et passa le reste du temps à lire tout ce qu'elle pouvait sur Armentech, les logiciels utilisés, les termes techniques, les sigles qu'elle ne comprenait pas. Le jour J arriva plus vite qu'elle ne le croyait. Elle se leva aux aurores, se coiffa avec soin, remit un tailleur gris sobre, serra son dossier contre elle, cette fois protégé par une nouvelle pochette rigide. Quand elle entra dans la tour Laurent, le portique la reconnut. Elle monta au 15e étage avec d'autres employés qu'elle ne connaissait pas encore. Personne ne lui adressa la parole, mais elle sentit quelques regards insistants. Elle ne savait pas encore si c'était de la curiosité ou du scepticisme. Elle fut accueillie par une chef de service nommée Maude, une femme élégante d'une 40aine d'années, au sourire mesuré. « Bienvenue, Camille. Je vais vous présenter à l'équipe. Vous avez une place attitrée dans l'Open Space, et voici votre badge. » Camille suivit Maude dans un couloir vitré,
croisant des bureaux modernes, des écrans muraux, des collaborateurs occupés à leurs tâches. Lorsqu'elle arriva à son poste, un bureau près de la baie vitrée, elle découvrit un ordinateur portable déjà configuré et un carnet de bienvenue avec son prénom écrit à la main. Une attention qui la toucha. Mais au fil des heures, elle perçut un climat étrange. Certains collègues la saluaient avec froideur, d'autres évitaient son regard. Lorsqu'elle posa une question simple à un jeune homme à la machine à « café », celui-ci répondit par un haussement d'épaules et retourna à son bureau sans un mot. L'après-midi, elle entendit deux collègues chuchoter dans la salle de repos. C'est elle, la protégée de Jules. « T'as vu son profil ? C'est un mystère total. Personne ne comprend comment elle a été recrutée. » Elle feignit de ne rien entendre, mais elle comprit, à ce moment précis, que sa présence n'était pas seulement inhabituelle. Elle était dérangeante. Ce que Camille ignorait encore, c'était que cette tension n'en était qu'à son commencement. Derrière les murs vitrés et les sourires polis, certains attendaient son premier faux pas avec impatience. La première, semaine de Camille au sein d'Armentec, fut marquée par une atmosphère d'incompréhension étouffée. Les jours s'écoulaient dans un rythme mécanique, où chaque tâche qu'on lui confiait semblait chargée d'un sous-entendu, comme si ses collègues cherchaient inconsciemment à vérifier combien de temps elle tiendrait. Dès le deuxième jour, elle remarqua que certaines informations essentielles ne lui étaient pas communiquées spontanément. Il lui arrivait de découvrir trop tard des réunions auxquelles elle aurait dû assister ou des documents qu'on supposait déjà loose. Personne ne lui parlait ouvertement d'hostilité, mais tout dans les gestes, dans les silences, dans les regards à peine détournés, transmettait le même message. Elle n'était pas la bienvenue. Maude, sa responsable directe, restait professionnelle mais distante. Elle ne la reprenait jamais frontalement, ne la critiquait pas devant les autres, mais ne faisait rien non plus pour l'intégrer ou apaiser les tensions. Camille avait parfois l'impression d'être une intruse, tolérée par obligation. Les autres assistantes de l'étage, toutes issues d'écoles de commerce, échangeaient entre elles dans une complicité discrète, mélange de jargon technique et d'anecdotes de stages internationaux. Elle restait à part, ses déjeuners pris seuls, ses pauses café silencieuses, ses dossiers relus 5 fois pour éviter la moindre erreur. Le vendredi de cette première semaine, Camille commit une faute, minime mais suffisante. Dans un tableau de suivi de fournisseurs, elle confondit 2 colonnes lors d'une mise à jour automatisée. Une trentaine de lignes furent affectées. Elle s'en rendit compte 1 heure après avoir envoyé le fichier à son équipe. Elle corrigea immédiatement, renvoya la version rectifiée avec une note d'explication claire et honnête. Elle crut que cela suffirait, mais elle se trompait. Le lundi suivant, à 9 heures précises, elle fut convoquée par Maude dans une petite salle de réunion vitrée. Cette dernière avait le regard sérieux, posé, et tenait une tablette en main. « Camille, nous avons remarqué une erreur dans votre tableau de vendredi dernier. Ce genre d'inattention peut avoir des répercussions sur le service logistique. Je l'ai vu, je l'ai corrigé dans l'heure. J'ai renvoyé la bonne version à tout le monde, dit Camille, la voix un peu plus tendue qu'elle ne l'aurait voulu. Maude hocha la tête. Ce n'est pas la correction qui est en cause, c'est le fait même que l'erreur ait existé. Vous comprenez que dans un environnement comme le nôtre, chaque détail compte. Camille sentit la chaleur monter à ses joues. Elle savait qu'elle avait fauté, mais elle savait aussi qu'à d'autres, on aurait simplement rappelé de faire attention, sans jamais faire de cette erreur un sujet de convocation officielle. En sortant de la salle, elle croisa les regards de 2 collègues qui baissèrent aussitôt les yeux. À cet instant, elle comprit qu'on l'attendait au tournant. Que cette erreur, si insignifiante soit-elle, serait utilisée contre elle comme une arme. Elle n'avait pas le droit à l'approximation. Là où les autres pouvaient se permettre une inattention, elle, non. Les jours suivants furent un test permanent. Des documents arrivèrent sur son bureau avec des consignes floues. Lorsqu'elle demandait des précisions, on lui répondait que tout avait été dit. Elle assistait à des réunions où ses interventions étaient ignorées ou minimisées. Même ses salutations matinales recevaient des échos tièdes. Un soir, alors qu'elle restait plus tard pour finaliser un rapport que personne ne lui avait demandé dans ce détail, elle surprit une conversation dans le couloir entre 2 membres du service finance. Il paraît qu'elle a été engagée directement par Jules Armand. C'est lui qui a insisté. « Tu plaisantes? Pour un poste d'assistante ?» Non, Leclerc a râlé. Tout le monde était contre. Mais quand Jules décide, peut-être...
qu'elle lui plaît, tout simplement. Un silence s'ensuivit, puis un rire étouffé. Camille, cachée dans l'ombre, sentit sa gorge se nouer. Ce n'était plus seulement du doute ou du rejet. C était une rumeur insidieuse, insupportable. On remettait en cause non seulement sa compétence, mais son intégrité, comme si la seule explication possible à sa présence ici devait être liée à une séduction supposée. Le lendemain, elle arriva plus tôt encore. Elle nettoya son bureau avec une méticulosité exagérée. Elle relut chaque note, chaque procédure, chaque mail reçu. Elle vérifia chaque donnée 3 fois, mais rien ne parvenait à faire taire cette impression d'être constamment sur la défensive, d'être évaluée par des critères que personne ne daignait formuler. Elle pensa à tout arrêter. L'idée germa dans son esprit comme une solution rationnelle. Rentrer, retrouver la paix d'une vie simple. Elle commença même à rédiger une lettre de démission dans un brouillon de mail. Elle n'avait jamais imaginé que le vrai défi ne serait pas le travail, mais la guerre invisible du quotidien, les murmures, les silences, les doutes. Mais avant de cliquer sur « Envoyer », elle fut interrompue par un appel inattendu. Une notification s'afficha sur son écran. Réunion, bureau de Jules Armand, 10 heures précises. Elle resta figée. Ce n'était pas une invitation, c'était une convocation. Camille se leva lentement, le cœur serré, persuadée que le moment était venu, qu'on allait lui signifier poliment la fin de sa période d'essai, que la pression interne avait eu raison de cette étrange aventure. Elle ajusta sa veste, prit son carnet et marcha vers l'ascenseur sans savoir que ce qui l'attendait dans ce bureau allait tout changer. Le couloir menant au bureau de Jules Armand était silencieux, à peine éclairé par les néons blancs intégrés dans le plafond. Camille avançait d'un pas mesuré, mais chaque battement de son cœur résonnait plus fort que ses talons sur le parquet. L'ascenseur venait de la déposer au dernier étage, celui que peu d'employés de son niveau avaient l'occasion de fréquenter. Ici, l'atmosphère était différente, plus calme, plus épurée. Une forme de luxe discret où chaque détail respirait l'autorité. Devant la porte vitrée, elle hésita une seconde, inspira profondément, puis frappa. Une voix grave répondit presque aussitôt « Entrez ». Camille obéit. La pièce était vaste, lumineuse, avec une vue panoramique sur Paris. La tour Eiffel, au loin, semblait flotter dans une mer de nuages. Jules Armand se tenait debout, tourné vers la baie vitrée. Il ne se retourna pas immédiatement. Il parlait au téléphone d'une voix douce mais déterminée, visiblement en train de conclure une négociation. Elle attendit, immobile, serrant son carnet contre elle comme une bouée dans la tempête. Après quelques minutes, il raccrocha et se tourna vers elle. Il ne souriait pas, mais ses traits n'étaient pas fermés. Il fit un signe de tête et indiqua le fauteuil face à son bureau. « Asseyez-vous, Camille. » Elle s'exécuta, sans mot dire. Ses doigts se crispaient légèrement sur les bords du carnet. Elle se préparait à recevoir une sentence. Elle avait passé la nuit à peser chaque détail de son comportement, chaque erreur commise, chaque regard croisé. Tout cela convergeant vers ce moment. Mais ce qui suivit ne correspondait à rien de ce qu'elle avait imaginé. « Je sais ce qui se passe », dit-il d'emblée. Elle le regarda, interdite. Les regards, les silences, les allusions, les pièges tendus dans votre travail. « Je suis au courant. » Il s'assit enfin à son tour, croisa les doigts devant lui, posés sur le bureau. « Je ne vous ai pas convoqué pour vous blâmer, Camille. Je vous ai convoqué pour vous dire que je vous soutiens et que je suis désolé. » Le mot la frappa de plein fouet. « Désolé. De quoi? De l'avoir engagé? De l'avoir placé dans un environnement aussi hostile ?» Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Jules poursuivit, plus lentement. « Je vous ai choisi parce que vous m'avez rappelé quelque chose que j'avais presque oublié. Ce n'était pas un geste charitable ni un caprice, c'était une conviction. Et aujourd'hui, je vois que cette conviction vous coûte. Vous êtes forte, Camille, mais vous ne devriez pas avoir à l'être autant pour simplement faire votre travail. » Elle finit par parler, la voix encore hésitante. « Je ne comprends pas pourquoi vous m'avez vraiment choisi. Il y avait tellement d'autres candidates. Moi-même, je n'y croyais pas. Et maintenant, tout le monde pense que je suis ici par erreur. Ou pire. » Jules resta silencieux un instant, puis se leva, fit quelques pas, les mains croisées derrière le dos. Il semblait chercher ses mots avec soin.
Quand j'étais enfant, j'ai grandi dans un petit village, dans le sud de la France. Une maison modeste, une mère seule, pas d'accès facile à la culture, à l'éducation. Ce que j'ai appris, je l'ai appris sur le tard, avec rage, avec solitude. Et un jour, quelqu'un m'a offert une chance, une seule. Il ne m'a pas demandé de prouver quoi que ce soit. Il a juste dit oui, là où tout le monde disait non. Ce geste m'a conduit jusqu'ici. Il se retourna vers elle, les yeux plus sombres. Quand je vous ai vu dans ce hall tremper mes droites avec ce regard, j'ai su, pas rationnellement, mais humainement, que vous aviez quelque chose que ces autres candidates n'avaient pas. Ce n'était pas un diplôme. C'était cette capacité à continuer même quand tout est contre vous. Camille sentit ses yeux la piquer. Elle détourna le regard, cligna plusieurs fois des paupières. Il ne s'agissait pas d'un discours de consolation, c'était un partage, brut, inattendu. Jules revint s'asseoir. Je ne peux pas changer la vie des autres en claquant des doigts. Et je ne vais pas leur imposer une vérité qu'ils refusent de voir. Mais je peux, au moins, vous assurer que vous n'êtes pas seul. Elle acquiesça lentement. Une question lui brûlait les lèvres, mais elle hésitait encore à la poser. Finalement, elle se lança. Pourquoi ne pas avoir dit ça à tout le monde dès le début? Ça aurait évité les malentendus, les soupçons. Il sourit pour la première fois. Parce que dans ce milieu, dès que l'on défend quelqu'un publiquement, surtout une jeune femme sans profil, on vous accuse de favoritisme. Ou de bien pire, je voulais que ce soit vous, par votre travail, qui prouviez qu'il se trompe. Pas moi, mais j'ai peut-être sous-estimé le prix que cela vous coûterait. Elle se redressa, un peu plus sûre d'elle. Je vais continuer. Pas pour les convaincre, mais pour moi. Parce que je n'ai pas quitté ma vie là-bas pour échouer ici. Bien, répondit-il. Parce que vous aurez bientôt une autre responsabilité. Un transfert, un poste où vous serez moins exposé aux mesquineries de bureau, mais plus proche de moi, directement. Elle le regarda, surprise. Un transfert? Oui, mais ce n'est pas une sanction. C'est une opportunité et une reconnaissance. Il ne donna pas plus de détails. Elle comprit qu'il en dirait davantage en temps voulu. En quittant le bureau, Camille marcha d'un pas plus ferme. Elle n'était plus la jeune femme trempée du premier jour. Elle savait désormais qu'elle n'avait pas été choisie par hasard, et même si les jours à venir promettaient d'être tout aussi complexes, elle n'avait plus l'intention de reculer. Elle retourna à son bureau, mais trouva un détail qui la glaça. Son écran était éteint, ses affaires rangées, et son nom retiré de la plaque. Un post-it l'attendait, griffonné d'une écriture inconnue. Consultez Maude avant toute chose. Elle comprit alors que la mutation n'était pas un projet à venir. Elle venait d'être exécutée. Camille redescendit au 15e étage d'un pas hésitant. Elle sentait le sol se dérober sous ses pieds. Elle ne comprenait pas comment les événements avaient pu s'enchaîner aussi vite. Il y a quelques minutes à peine, elle avait été confortée dans sa légitimité par le président-directeur, général lui-même. Et à présent, son poste était vidé, son nom retiré, ses collègues absents comme si elle n'avait jamais existé. L'atmosphère autour d'elle avait changé, encore plus opaque qu'avant, mais d'une nature différente. Elle n'était plus rejetée, elle était effacée. Elle poussa la porte du bureau de Maude sans frapper, incapable d'attendre davantage. La responsable, assise derrière son écran, leva à peine les yeux. « Ah, Camille, justement, je comptais vous appeler. » Camille resta debout. « On a vidé mon bureau, je veux comprendre ce qui se passe. » Maude tapota quelques touches, ferma une fenêtre sur son ordinateur, puis se tourna vers elle avec un sourire neutre. « Vous avez été transféré, sur décision de la direction générale. À partir de demain, vous serez affecté au service stratégie et impact territorial au 28e étage. Un bureau individuel vous attend. Vous travaillerez sur un projet prioritaire. Les détails vous seront communiqués par le responsable du département. » Camille resta muette, abasourdie. Elle ne savait même pas que ce service existait. On ne lui avait rien expliqué. Aucune réunion de transition, aucun document préparatoire. Maude poursuivit, comme si tout cela était parfaitement ordinaire. « Vos accès seront mis à jour dans la journée. Le service IT prendra contact avec vous. Bonne chance, Camille. » Elle comprit qu'elle était congédiée. Pas de débat, pas de justification. Juste une nouvelle assignation, brutale, inattendue. Elle tourna les talons et retourna dans l'ascenseur, encore sonné. Le 28e étage, elle n'y avait jamais mis les pieds. Tout ce qu'elle savait, c'est que c'était là que certains projets spéciaux étaient élaborés,
souvent à la demande du PDG lui-même. Quand les portes s'ouvrirent, elle découvrit un espace beaucoup plus épuré, silencieux, presque désert. Une assistante lui indiqua son nouveau bureau. Une petite pièce vitrée avec vue sur la Seine, un bureau moderne, un ordinateur dernière génération, un badge provisoire et un courrier sur la table. Elle s'assit, encore déboussolée, puis ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, une lettre brève signée de la main de Jules Armand. Camille, le changement d'environnement. Hant était nécessaire. Vous êtes ici pour travailler sur un dossier qui me tient à cœur. Ce ne sera pas simple. Ce sera, je l'espère, digne de vous. Nous parlerons demain. J. Cette note, simple mais directe, raviva quelque chose en elle. Ce n'était pas une punition, ce n'était pas une exclusion. C'était sans doute un pas vers quelque chose de plus vaste. Elle se sentit de nouveau sur le fil, mais cette fois, la sensation était différente. Elle n'était plus dans la survie, mais dans un saut. Le lendemain matin, elle fut convoquée de nouveau dans le bureau de Jules. Il l'attendait debout, un dossier en main. Il le posa sur la table entre eux, l'ouvrit sans un mot, puis leva les yeux vers elle. Ce que je vais vous montrer n'a jamais été partagé avec le comité de direction, ni avec les actionnaires. Ce projet n'est qu'à l'état embryonnaire, et vous allez m'aider à le faire exister. Mais avant, je dois vous dire quelque chose. Il s'assit, les coudes posés sur le bureau. Vous m'avez demandé l'autre jour pourquoi je ne vous avais pas défendu publiquement dès le départ, et pourquoi je vous avais choisi. Je vous ai parlé de mon passé. Mais je ne vous ai pas tout dit. Camille resta immobile, attentive. Mon vrai nom est Jules Morand. Armand est un nom que j'ai pris plus tard, lorsque j'ai commencé à créer mon entreprise, pour couper avec ce que j'étais, avec ce que j'avais fui. J'ai grandi dans un village perdu, pas très loin du vôtre. Mon père est parti avant ma naissance. Ma mère faisait des ménages dans les fermes voisines. J'ai appris à lire sur des journaux usés qu'elle récupérait. J'ai quitté l'école à 16 ans. J'ai dormi dans des foyers. Je n'ai eu aucun diplôme. Il la regarda sans chercher à masquer la vérité. J'ai appris le code du monde auquel j'aspirais sans jamais y avoir été invité. J'ai observé, copié, trahi parfois mes propres racines pour m'adapter. Et un jour, un homme, un investisseur discret, m'a écouté. 10 minutes, comme je vous ai écouté. Il a vu en moi autre chose. Il m'a donné une chance, une seule. Et je l'ai saisie. Camille ne savait plus quoi dire. Elle découvrait un homme radicalement différent de l'image du PDG qu'elle avait imaginé. Un homme qui portait en lui les mêmes cicatrices, les mêmes révoltes. Jules referma le dossier. Je ne veux pas que mon entreprise devienne un repère de clones issus des mêmes écoles, pensant de la même manière. Je veux qu'elle respire la réalité. Et la réalité, c'est aussi vous, Camille. Vos doutes, votre honnêteté, votre parcours. Ce que j'ai vu ce jour-là dans le hall, c'est quelqu'un que j'aurais pu être. Et c'est pour ça que je vous ai choisi. Elle inspira profondément, tentant d'assimiler tout ce qu'elle venait d'entendre. Et ce projet, en quoi consiste-t-il? Il sourit légèrement. Nous allons essayer de sauver ce qui reste d'une des filiales d'Armantech, en difficulté dans une région rurale. C'est une petite unité de production, en Bourgogne justement. Un conseil d'administration a décidé qu'elle n'était plus rentable. Je veux prouver qu'ils ont tort. Et vous, Camille, êtes celle qui connaît ces terres, qui saura parler leur langue. Et peut-être, qui saura les sauver. Elle sentit son cœur s'arrêter une seconde. La Bourgogne? Quelle ville? Il répondit sans hésiter. Vinceau, une trentaine de kilomètres de Beaune. Elle resta figée. Vinceau, le village voisin du sien, là où son oncle avait travaillé toute sa vie, là où des familles entières dépendèrent de cette petite usine pour vivre. Elle comprit en un éclair que ce projet n'était pas qu'une mission professionnelle, c'était un retour, et peut-être un affrontement inévitable. Assise seule dans son nouveau bureau, Camille ne parvenait pas à détourner les yeux de la carte de la Bourgogne affichée à l'écran de son ordinateur. Les contours familiers de sa région natale, les noms de communes qu'elle connaissait, par cœur, tout cela semblait soudainement irréel, comme si deux mondes que rien ne devait relier avaient été brutalement fusionnés. Elle était montée à Paris pour fuir ce passé qu'elle jugeait étriqué, et voilà qu'il revenait à elle sous une forme inattendue, un projet stratégique initié par le PDG de l'entreprise, visant à sauver une unité industrielle en péril, située à quelques kilomètres de chez elle. Mais sous l'excitation de cette nouvelle mission,
un malaise plus profond commençait à naître. Car plus elle lisait les documents fournis par Jules, plus elle ressentait une tension étrange. Ce projet, présenté comme une tentative de sauvetage, semblait cacher des décisions déjà bien avancées. Des termes comme restructuration agressive, optimisation de la main-d'œuvre et réaffectation des actifs revenaient souvent dans les rapports confidentiels. Les courriels échangés entre les cadres du siège évoquaient des scénarios de fermeture partielle, voire totale, sous couvert de transformation numérique. Et parmi les destinataires de ces messages, le nom de Jules Armand apparaissait fréquemment. Camille sentit une fissure se former dans la confiance qu'elle avait placée en lui. Tout ce qu'il lui avait dit, tout ce qu'il avait partagé dans son bureau, ce passé modeste, cette volonté de défendre les territoires oubliés, était-ce sincère ou n'était-ce qu'un masque? Un moyen de l'utiliser pour légitimer des décisions déjà prises. Elle ne voulait pas croire à cette trahison. Elle refusait de croire que l'homme qu'il avait choisi, soutenu, transféré dans ce bureau à la vue imprenable, pouvait aussi être celui qui signait la fin d'un village entier. Elle décida de vérifier par elle-même. Elle fouilla plus profondément dans les fichiers partagés, demanda discrètement des accès supplémentaires aux systèmes internes, prétendant préparer une présentation complète. À mesure qu'elle explorait les répertoires, des documents plus anciens remontaient à la surface. Et là, parmi des dizaines de fichiers, elle découvrit un dossier non classé, sans mot de passe, oublié dans une archive interne. À l'intérieur, un document daté de 3 mois auparavant, intitulé « Plan de désengagement opérationnel Unité Vinceau ». Ce document précisait que la fermeture était non seulement envisagée, mais programmée. Une série d'étapes avait déjà été validée. Réduction progressive des effectifs, arrêt des investissements, vente discrète des terrains adjacents. La décision finale était prévue pour la fin du trimestre fiscal, soit dans 2 mois, et en bas du document, la signature était claire, Jules Armand. Camille resta pétrifiée, les doigts gelés sur la souris. Elle relut le texte plusieurs fois, incapable de croire ce qu'elle voyait. Le doute n'était plus permis. Jules était au courant. Il avait même dirigé l'opération. Alors pourquoi lui confier ce projet? Pourquoi l'avoir impliqué? Pourquoi lui avoir parlé de ses origines, de ce passé commun? Était-ce une manière détournée de l'acheter, de la manipuler? Elle passa le reste de la journée sans bouger de son siège, relisant chaque pièce du dossier. Un feu froid brûlait dans sa poitrine. Elle n'avait pas été choisie pour ses idées, ni pour son potentiel. Elle avait été choisie pour son visage, pour son lien symbolique avec la région, pour faire passer la pilule auprès des employés, des médias locaux, des élus. Une figure commode, familière, rassurante. Une marionnette. Le soir venu, elle ne rentra pas directement chez elle. Elle prit le métro jusqu'à la gare, acheta un billet de train sans réfléchir et quitta Paris. 4 heures plus tard, elle descendait sur le quai d'une petite gare entourée de collines sombres. L'air de la campagne, humide et terreux, la frappa comme une gifle. Elle marcha jusqu'à la maison de sa tante sans prévenir. Celle-ci l'accueillit sans poser de questions, comme toujours. Camille passa 2 jours entiers dans le silence. Elle retourna voir l'usine. Elle marcha autour de ses murs de béton. Elle reconnut les visages des employés à la sortie. Des gens qu'elle connaissait depuis l'enfance. Le père de son ancienne camarade de classe, le cousin de la boulangère. Tous dépendaient de ce lieu. Tous l'ignoraient, mais étaient déjà condamnés. Et Camille portait désormais ce fardeau. Elle retourna à Paris déterminée. Elle savait que Jules l'avait trahie, mais elle ne savait pas encore s'il l'avait fait volontairement ou s'il s'agissait d'un jeu plus complexe. Elle voulait des réponses, et cette fois elle ne se contenterait pas d'un discours sur les origines communes. Elle voulait la vérité, brutale, si nécessaire. Dès son retour, elle demanda un entretien avec lui. Elle le trouva dans son bureau comme à l'accoutumée, les rideaux ouverts sur la ville. Lorsqu'il la vit entrer, il comprit immédiatement que quelque chose avait changé. Son regard n'était plus celui d'une employée reconnaissante. C'était celui d'une femme en colère. « Vous saviez, lança-t-elle sans préambule. Depuis le début, le plan de fermeture, le calendrier, les décisions. » Jules ne nia pas. Il se contenta de fixer son regard dans le sien. « Oui, je savais. Alors pourquoi moi? Pourquoi ce poste? Pourquoi me faire croire que je pouvais aider ?» Il répondit sans détour. « Parce que je voulais voir si quelqu'un comme vous pouvait encore trouver une autre voie. »
Quelque chose que moi j'ai peut-être abandonné depuis longtemps. Camille sentit sa colère vaciller, remplacée par une confusion plus douloureuse encore. Elle ne savait plus qui elle avait devant elle. Un stratège cynique, un homme brisé par ses propres choix, ou les deux à la fois? Le bureau de Jules semblait soudain plus froid que jamais. Malgré la lumière naturelle filtrant à travers les larges vitres et la douceur du mobilier contemporain, une tension sourde emplissait la pièce. Camille restait debout, les bras croisés, droite comme une épée. Elle ne bougeait pas, mais chaque muscle de son corps vibrait d'une colère contenue. Face à elle, Jules, toujours assis, restait d'une immobilité calculée. Il savait que chaque mot prononcé serait scruté, jugé, peut-être rejeté. Vous avez voulu voir si quelqu'un comme moi pouvait encore croire, c'est ça? Comme une expérience? Une sorte de test grandeur nature? Vous avez joué avec ma sincérité comme on joue avec un prototype. Non, répondit-il sans hausser le ton. J'ai voulu croire moi aussi. Croire que vous pourriez me montrer ce que j'avais cessé de chercher. Une alternative. Camille le fixait, incrédule. Une alternative à quoi, Jules? À la stratégie, à la logique du profit, aux décisions que vous avez vous-même signées, validées, planifiées. Vous êtes celui qui a lancé le démantèlement de Vinceau. Et vous êtes venu me chercher comme si j'étais un espoir. Vous saviez ce que cette usine représentait. Vous saviez qui elle nourrissait. Et vous avez laissé faire. Il hocha lentement la tête. Je ne suis pas un homme qui peut tout réparer, Camille. Armentech est une machine, elle dépend d'actionnaires, de résultats, d'algorithmes de rentabilité. Ce que j'ai initié à Vinceau, c'était un compromis. Une façon de ralentir ce que d'autres voulaient déjà précipiter. J'ai retardé l'inévitable en espérant trouver une autre voie. Et quand je vous ai vu, j'ai pensé que peut-être vous la verriez à ma place. Non, répliqua-t-elle vivement. Vous n'espériez pas que je la voie, vous espériez que je la fasse pour vous, que je sois l'outil qui vous permettrait de vous absoudre. Mais moi, Jules, je n'ai pas les moyens de jouer aux alchimistes. Je n'ai pas de millions à redistribuer, pas de conseil d'administration à convaincre. J'ai ma parole. Et maintenant, elle est liée à un mensonge. Il se leva enfin, la dominant de sa stature, mais sans chercher à l'écraser. Ce n'est pas un mensonge si vous en faites une vérité. Vinceau peut encore être sauvé. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les données. Vous avez ouvert le dossier. Vous avez lu les rapports. Vous avez vu que la seule chose qui manque, c'est un plan alternatif crédible. Quelque chose que les actionnaires puissent approuver sans perdre la face. C'est pour cela que je vous ai mise là. « Et si j'échoue ?» demanda-t-elle, la voix plus posée, mais tranchante. « Alors la fermeture aura lieu comme prévu. Vous serez libéré de toute responsabilité. Et moi, je n'aurai plus aucune excuse. » Le silence retomba, lourd. Camille comprit que ce moment n'était plus une confrontation, c'était un carrefour. Elle pouvait partir, claquer la porte, laisser Jules face à ses propres contradictions, ou bien elle pouvait rester jouer ce rôle qu'il lui avait assigné, mais selon ses propres règles. Elle quitta le bureau sans un mot de plus. Toute cette énergie, toute cette rage, elle la canalisa dans les jours suivants. Elle reprit les documents, un par un. Elle appela des contacts sur place. Elle interrogea d'anciens employés. Elle réunit des données, des idées, des pistes, et peu à peu, une vision commença à émerger. Le problème de Vinceau n'était pas seulement économique, c'était aussi technologique et environnemental. L'unité produisait avec des machines obsolètes, dans des bâtiments énergivores, selon des procédés peu compatibles avec les exigences modernes. Pourtant, la main-d'œuvre était compétente, loyale, adaptable. Le site était bien situé près de lignes ferroviaires secondaires, entouré d'une terre riche. Il y avait là une matière première humaine et logistique ignorée par les tableaux d'Excel. Camille élabora une proposition fondée sur la transformation écologique du site. Elle imagina un partenariat avec des start-up locales spécialisées en agriculture durable, en recyclage industriel, en énergie renouvelable. Elle proposa de réutiliser une partie des bâtiments pour en faire un centre de formation technique. Elle alla jusqu'à simuler les impacts économiques et sociaux d'une telle mutation, projetant une stabilisation des emplois sur 3 ans, avec possibilité de croissance à moyen terme. Elle soumit ce plan à Jules, dans un document de plus de 50 pages. Il le lut en silence, sans commentaires immédiats. Puis, après plusieurs heures, il lui écrivit simplement « C'est audacieux, mais c'est solide. On va le présenter. » La réunion avec les actionnaires
fut fixée pour le lundi suivant. Camille savait qu'elle n'était pas attendue, qu'elle serait perçue comme une intruse, mais elle n'avait plus peur, car elle n'était plus une simple employée. Elle était devenue une voix, et cette voix, elle allait la faire entendre. Mais au fond d'elle, une dernière question subsistait. Jules la soutenait-il vraiment? Ou n'était-ce qu'un dernier coup de poker pour sauver son image? Elle ne savait pas, et peut-être ne le saurait-elle jamais. Mais à présent, cela importait peu. Ce qui comptait, c'était Vinceau. Ce qui comptait, c'était de ne pas trahir ce que cette usine représentait, ce qu'elle représentait pour elle, pour ceux qu'elle avait laissés derrière, pour ceux qui croyaient encore que, parfois, l'audace pouvait défier le destin. Le matin de la présentation, Camille se leva avant l'aube. Elle avait à peine dormi, mais son esprit était étrangement calme. Elle avait relu son dossier plusieurs fois dans la nuit, corrigé quelques formulations, peaufiné les graphiques. Mais ce n'étaient pas les chiffres ou les courbes qui l'inquiétaient. C'était l'hostilité qu'elle s'apprêtait à affronter, car elle savait, mieux que quiconque, que les actionnaires de la société ne se laisseraient pas convaincre par des arguments humanistes ou sentimentaux. Il leur fallait des garanties, des retours mesurables, des preuves que leur argent serait protégé, voire fructifié. Elle arriva à la Tour Laurent 1 heure avant le début de la réunion. Jules était déjà là. Il l'attendait dans la salle de conférence, les stores tirés, le projecteur allumé, les premiers documents étalés sur la table. Il lui adressa un simple hochement de tête, sans un mot de plus. Camille prit place à l'autre bout de la salle, ouvrit son ordinateur, ajusta les derniers paramètres de sa présentation. Elle portait un tailleur bleu nuit, ses cheveux attachés en un chignon strict, son visage déterminé. Ce n'était plus la jeune femme trempée qui avait franchi la porte de l'entreprise. Elle était désormais la personne qui allait défendre un territoire entier. Les actionnaires arrivèrent les uns après les autres. Des hommes, pour la plupart entre 50 et 60 ans, accompagnés de 2 femmes plus jeunes, analystes ou représentantes de fonds internationaux. Les regards étaient curieux, certains à peine polis. Personne ne semblait comprendre pourquoi cette jeune employée figurait sur l'ordre du jour. Jules prit la parole en premier. « Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons aborder le dossier de Vinceau. Ce site a été marqué pour une fermeture progressive. Mais avant de valider cette décision, je vous demande d'écouter une proposition alternative. Elle ne vient pas de moi. Elle vient d'une collaboratrice récemment intégrée à notre équipe. Camille Moreau. Je lui laisse la parole. Il se rassit aussitôt. Aucun discours de soutien, aucune introduction flatteuse. Un silence s'installa. Tous les regards se tournèrent vers elle. Camille se leva. Elle sentit sa gorge se serrer un instant, mais sa voix sortit claire. « Merci, je ne vais pas vous parler d'émotion ou de nostalgie. Je vais vous parler d'opportunité. » Elle lança la première diapositive, un graphique comparatif montrant l'évolution des coûts de production sur le site de Vinceau comparé aux projections d'une transformation écologique. Elle enchaîna, démonstrations chiffrées, analyse territoriale, études d'impact social, calendrier de mise en œuvre. Chaque point était documenté, chaque hypothèse justifiée. Elle anticipait les objections, y répondait avant même qu'elles ne soient formulées. À la fin de son exposé, elle présenta une simulation financière avec les subventions régionales, les partenariats technologiques et une gestion locale renforcée. Le site pourrait devenir rentable d'ici 28 mois. Elle termina sa présentation puis se tut. Aucun applaudissement, évidemment. Mais un silence différent, plus dense. Les actionnaires feuilletaient les documents, échangèrent des regards, murmuraient. Puis vinrent les questions. Quel est votre niveau d'expérience en restructuration? Industriel? Aucun, répondit-elle avec calme. Mais j'ai travaillé jour et nuit pour comprendre ce que les chiffres disaient et ce qu'ils taisaient. Ce plan n'est pas celui d'une experte, c'est celui d'une fille de la région qui a vu ce que la fermeture de cette usine ferait aux familles et qui a cherché une solution viable, pas un miracle. Un autre investisseur prit la parole. Et si cela échoue? Elle le regarda droit dans les yeux. Alors je serai la première à signer la fermeture, mais au moins, on aura essayé autre chose. Le président du conseil annonça qu'un vote aurait lieu immédiatement. Camille sortit de la salle à la demande de Jules. Elle attendit dans le couloir, debout, les bras croisés. Son souffle était court, ses pensées confuses. Après 40 longues minutes, la porte s'ouvrit.
Jules apparut. Il s'approcha lentement. Le vote est à égalité. 8 voix pour, 8 contre. Elle le fixa, le cœur en vrac. Et maintenant, il marqua une pause. Il reste une voix, la mienne. Elle ne répondit rien. Elle savait ce que cela signifiait. Jules avait gardé son vote pour la fin. Il détenait le pouvoir de trancher. Il pouvait faire basculer l'avenir de Vinceau et en même temps envoyer un message à toute la structure d'Armentec, qu'une voie différente était possible. Ou pas. Il retourna dans la salle. Camille resta seule. Elle regarda par la baie vitrée, Paris qui s'étendait sous ses pieds, vaste et lointaine. Elle pensa à sa tante, à son village, aux ouvriers qui n'avaient aucune idée de ce qui se jouait en cet instant. Puis la porte s'ouvrit de nouveau. Jules la rejoignit, le visage neutre. L'à propos, Scition est acceptée. Elle ferma les yeux. Pas de joie, pas d'explosion de soulagement, juste une immense fatigue, mais aussi une fierté calme, solide. « Merci », murmura-t-elle. « Ce n'est pas à moi qu'il faut dire merci », répondit-il. « Vous avez convaincu. Moi, je n'ai fait qu'écouter. » Camille comprit alors que quelque chose avait changé. Pas seulement pour Vinceau, mais pour elle aussi. Ce jour-là, elle n'avait pas seulement défendu une idée. Elle avait prouvé qu'elle en était digne. Et peut-être que sa voix pouvait désormais peser, dans ce monde où elle n'avait jamais été censée entrer. La nouvelle de l'approbation du projet se répandit rapidement à l'intérieur d'Armentec, bien que les détails précis restent encore flous pour la majorité. Des employés, certains virent dans cette décision une manœuvre stratégique, d'autres une anomalie administrative. Mais pour Camille, ce fut un tournant. Elle n'avait pas simplement proposé une idée. Elle l'avait imposée, sans autorité, sans expérience, mais avec une lucidité et une force de conviction qui avaient désarmé les sceptiques. Les jours qui suivirent furent intenses. La mise en œuvre du plan de transformation de Vinceau nécessitait une coordination millimétrée. Camille fut nommée officiellement à la tête de la cellule de projet. Une équipe restreinte, composée de profils techniques, logistiques et financiers, fut assemblée autour d'elle. Certains étaient sceptiques, d'autres discrets, mais curieux. Tous devaient désormais répondre à une nouvelle autorité qu'ils n'avaient pas choisie, celle d'une femme jeune sans diplôme d'élite propulsée au sommet d'un enjeu stratégique. Camille décida d'ignorer les murmures. Elle concentra toute son énergie sur le terrain. Elle retourna à Vinceau, cette fois en tant que représentante officielle d'Armentec. Elle visita l'usine avec les ingénieurs, écouta les opérateurs, nota chaque remarque, chaque résistance, chaque piste de solution. Elle rencontra les élus locaux, les associations, les syndicats. Elle ne fit aucune promesse vide. Elle leur expliqua le plan, ses limites, ses conditions. Et surtout, elle leur parla en leur langue. Non pas celle des bilans financiers, mais celle des réalités quotidiennes. Peu à peu, les tensions s'apaisèrent. On comprit qu'elle ne venait pas imposer, mais construire, que son autorité n'était pas une posture, mais une volonté réelle d'aboutir. Son ancienne professeure de lycée, croisée par hasard, lors d'une réunion en mairie, lui souffla à voix basse « Tu n'as pas changé, tu veux juste faire juste ». À Paris, pendant ce temps, Jules observait de loin. Il ne s'impliquait plus directement. Il recevait les rapports, validait les étapes, répondait par courtes notes écrites. Mais il laissait Camille agir seule, non par indifférence, mais parce qu'il avait compris que sa présence constante aurait pu affaiblir sa position. Il savait que, pour réussir, elle devait se détacher de lui, exister indépendamment de sa légitimité. La veille de la présentation finale devant les membres du comité stratégique européen, une réunion prévue pour valider l'extension du modèle de Vinceau à d'autres sites, Camille resta seule dans son bureau tard dans la nuit. Elle repassait chaque slide de son exposé. Elle connaissait les objections, les points faibles, les chiffres à défendre. Mais ce qui l'angoissait réellement, ce n'était pas l'échec, c'était l'impact de la réussite. Si le modèle fonctionnait, elle allait devoir porter un poids bien plus grand que ce qu'elle avait jamais imaginé. Elle allait devenir un symbole, un exemple. Peut-être même un argument utilisé par ceux qui, hier encore, la méprisaient. Elle savait qu'on ne manquerait pas de la récupérer, de dire que son succès prouvait que le système permettait l'ascension par le mérite. Alors qu'en réalité, il avait fallu une suite improbable de circonstances, un regard inattendu dans un hall de verre,
une intuition singulière de la part d'un homme qui lui aussi avait connu l'exclusion. Le matin venu, elle entra dans la salle de conférence avec un calme apparent. Les membres du comité stratégique étaient installés. Parmi eux, des figures puissantes du monde industriel européen, des décideurs que même Jules abordait avec prudence. Mais elle ne trembla pas. Elle parla. Elle raconta l'histoire de Vinceau, les choix faits, les doutes, les étapes franchies. Elle ne vendit pas un miracle. Elle exposa une méthode, un processus reproductible. Elle montra les premiers résultats, l'économie d'énergie de 20% obtenue grâce à l'optimisation thermique, la réduction des déchets industriels de 45%, la réinsertion de 12 anciens employés en contrat de formation. Elle présenta les perspectives à 6 mois, les partenariats signés, les soutiens politiques obtenus. À la fin, un silence profond régna dans la salle. Puis un homme âgé, connu pour son conservatisme, se pencha légèrement en avant. « Et selon vous, mademoiselle Moreau, cela pourrait être appliqué ailleurs, dans d'autres régions, d'autres secteurs ?» Elle répondit simplement « Ce n'est pas une formule magique. Mais si on cesse de voir les sites en difficulté comme des poids et qu'on les regarde comme des matrices, alors oui, cela peut être répliqué, pas à l'identique, mais selon les mêmes principes, écoute, adaptation, implication locale. » Un vote eut lieu. Il fut majoritairement favorable. La proposition fut adoptée. Camille reçut l'annonce comme un coup dans la poitrine. Elle remercia brièvement, quitta la salle sans se retourner. Dans le couloir, elle trouva Jules. Il ne lui dit rien. Il lui tendit simplement une enveloppe. À l'intérieur, une lettre officielle, nomination au poste de coordinatrice nationale du programme de transformation territoriale d'Armentec. Elle leva les yeux vers lui. Il lui dit presque à voix basse « Ce poste existe depuis ce matin. Il a été créé pour vous. » Camille ne répondit pas. Elle n'avait plus besoin de mots. Elle savait ce que cela signifiait. Une nouvelle responsabilité, un avenir imprévu, mais surtout une victoire qui n'appartenait qu'à elle. Le ciel de Paris était clair ce matin-là, comme si la ville elle-même avait décidé de marquer le changement. Camille descendit du taxi devant la tour Laurent sans la moindre hésitation. Elle ne portait plus le trench trop large qu'elle avait lors de sa première venue, ni la nervosité d'une provinciale cherchant sa place dans une entreprise de verre et d'acier. Elle portait une veste noire bien taillée, un sac structuré à la main, et surtout un regard droit, sûr de lui, sans arrogance mais empreint d'une lucidité que seuls les chemins difficiles savent graver dans le regard. En franchissant les portes automatiques du bâtiment, elle ressentit une étrange sensation, un mélange de familiarité et de détachement. Le hall, toujours aussi vaste, toujours aussi immaculé, ne l'impressionnait plus. Elle le traversa avec calme, saluant, d'un signe de tête, les visages qu'elle reconnaissait. Certains répondirent avec respect, d'autres avec prudence, mais tous savèrent désormais qui elle était, et surtout ce qu'elle représentait. Dans l'ascenseur qui la menait au 30e étage, désormais le niveau stratégique réservé, aux directions transversales, elle relut mentalement l'ordre du jour de la réunion prévue. Il s'agissait de la première rencontre officielle de la coordination nationale, rassemblant les responsables régionaux des pôles de transformation industrielle d'Armentec. C'était son projet désormais. Elle en était l'initiatrice. La colonne vertébrale, le visage. Les portes s'ouvrirent sur un espace tout juste réaménagé. Bureau spacieux, salle de réunion vitrée, une ambiance sobre mais dynamique. Camille fut accueillie par une nouvelle assistante, recrutée spécifiquement pour ce poste. Elle lui remit un badge définitif, une tablette contenant les dernières données et un planning dense pour les 2 semaines à venir. Elle s'installa dans son bureau avec un calme parfait. La vue donnait sur le nord de Paris, une perspective différente de celle de l'étage de Jules. Elle aimait cette orientation, moins prestigieuse peut-être, mais plus ouverte, plus vivante. Elle observa quelques minutes le paysage, les toits, les rues en mouvement, les silhouettes minuscules des passants, et elle repensa pour la première fois depuis longtemps à son arrivée, à ce moment où elle avait cru n'être qu'un grain de sable dans la machine, à ce hall à la pluie, au silence, au poids de son dossier entre les mains, et à cette voix discrète qui avait noté son nom alors que personne d'autre ne le regardait. Jules. Elle ne l'avait pas revu depuis l'annonce officielle de sa nomination. Ils n'avaient échangé que par message bref,
professionnelle. Il s'était effacé volontairement, laissant la lumière se poser sur elle seule. Ce retrait, loin de la blesser, l'avait émue. Il ne cherchait pas à s'approprier sa réussite. Il la laissait libre de l'habiter pleinement. À 11 heures, précise, la réunion débuta. Camille prit la parole d'une voix claire, posée. Elle ne lut aucun discours, ne récita aucun élément préparé. Elle parla simplement de ce qu'elle avait vu, compris, bâti. Elle parla des résistances, des obstacles, mais aussi de la force du lien humain, de la capacité d'adaptation des territoires, de la puissance des histoires vraies. Les responsables régionaux, pour la plupart des hommes et femmes d'expérience, l'écoutaient avec une attention rare. Ils comprenaient que cette femme n'était pas une technicienne ni une politicienne. Elle était une incarnation, celle d'une entreprise qui avait, pour une fois, décidé de prendre le risque de la vérité. À la fin de la réunion, un silence respectueux suivit sa conclusion. Puis un homme, un ancien cadre reconverti dans l'économie sociale, déclara, simplement, « Vous nous donnez envie d'y croire. » Et aujourd'hui, ce n'est pas rien. Camille remercia sobrement. Elle ne cherchait pas la connaissance, mais elle comprenait qu'elle l'avait désormais acquise. En fin de journée, alors que les bureaux se vidaient, elle descendit au rez-de-chaussée. Elle traversa le hall une fois de plus, cette fois sans dossier acéré contre elle. Elle s'arrêta devant la grande baie vitrée, observa les gens entrer, sortir, se presser, téléphoner, courir. Elle vit une jeune femme, un peu maladroite, entrer avec hésitation, une enveloppe à la main. Elle portait des vêtements simples, ses cheveux en bataille, un regard un peu perdu. Camille la regarda un instant, puis se détourna sans un mot. Elle savait que cette jeune femme n'était peut-être qu'une parmi tant d'autres. Mais elle savait aussi que parfois, tout commence dans un hall, sous la pluie, avec une feuille de papier froissée et un nom noté dans l'ombre. Elle remonta à son étage sans nostalgie. Ce n'était plus l'histoire de son passé, c'était celle de son présent, et surtout celle de ce qui venait. Parce que parfois, il suffit d'un instant, d'un regard, d'un geste silencieux pour que tout bascule, et que quelqu'un, enfin, soit vu. Et Camille Moreau, cette femme simple du terroir bourguignon, était désormais celle qui voyait les autres.